Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons regarder une espèce de tarte à la crème, euh, Épicure, la lettre à Ménécée. Alors, vous avez le texte à la page 77, mais ce texte est un extrait de la lettre complète que vous avez tout à fait à la fin de votre manuel, à partir de la page 422. Alors, vous voyez que le simple fait que ce texte soit découpé en deux parties, qu'il puisse y avoir une partie dans le chapitre consacré au désir et tout à fait à la fin l'intégralité dans la notion du bonheur, ça doit nous alerter sur le fait que ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Épicure, c'est d'abord une réalité, comment dirais-je, pratique. Épicure n'est pas spéculatif, et c'est quelqu'un qui est très pratique. Il va juste emprunter à Démocrite, alors Démocrite, philosophe grec très ancien avant Platon, qui a eu l'idée que ce qui est, ce sont des atomes. C'est-à-dire, attention, ne faites pas de Démocrite l'inventeur de la physique moderne, ça n'a absolument rien à voir. L'atome, c'est ce qui est indivisible, c'est ce qui ne peut pas être fragmenté en parties plus petites. Voilà. Donc, nous sommes dans un univers granulaire, on va dire ça comme ça, rempli de ces atomes. Et c'est dans cet univers qu'Épicure va se poser la question très simple. Le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Comment faire ? Je veux vivre heureux. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Nous voulons vivre heureux, et donc, si je définis le bonheur comme la non-souffrance, que se passe-t-il ? Alors, nous verrons peut-être une autre philosophie, alors postérieure à Épicure, qui est le stoïcisme, où la question initiale est exactement la même. La condition humaine est une condition de souffrance. Comment, dans ce cadre, vivre heureux ? Comment vais-je pouvoir assumer à la fois cette condition humaine dans sa fragilité, sa vulnérabilité, etc., et en même temps, dans cette condition humaine, vivre heureux ? Alors, on va déployer toute une architecture conceptuelle pour pouvoir parvenir à vivre heureux. Alors, l'architecture conceptuelle chez Épicure, elle va être réduite à sa plus simple expression, contrairement au stoïcisme, et cette expression extrêmement simple, c'est le désir. Allez, on va dire le mot, même s'il n'est pas dans le texte. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que notre condition humaine est la condition d'êtres qui ont des appétits, pour parler le langage médiéval, ou le langage d'Aristote. C'est-à-dire qui se projettent vers des choses qu'ils pensent être bonnes pour eux. Vous voyez, je suis au minimum syndical du désir. Mon désir a pour objet des réalités, des choses, des êtres, etc., dont je pense que la possession va être bonne pour moi. C'est pas très élaboré comme définition, je vous l'accorde, mais on va en rester là. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, pour Épicure, je cite le texte, « Nous n'agissons qu'en vue d'un seul but, écarter de nous la douleur et l'angoisse. » Raisonnement simple, si j'écarte de moi douleur et angoisse, eh bien je vais pouvoir vivre heureux.
Ben oui, puisque le bonheur, c'est la non-souffrance, c'est la non-angoisse. Donc, finalement, si je ne ressens rien, tout va bien. Et alors, comment vais-je faire? Parce que le problème d'Épicure, encore une fois, je répète, c'est pas un spéculatif. Que dois-je faire? Tiens, Kant, reviens. Que dois-je faire? Eh bien, Épicure va analyser le désir, et vous voyez au début du numéro 10, donc tout à fait au début du texte qui est à la page 77, vous avez une catégorisation du désir. Les désirs naturels, les désirs vains. Dans les désirs naturels, les nécessaires, ceux qui sont simplement naturels. Parmi les nécessaires, ceux qui sont pour le bonheur, d'autres pour le calme du corps, d'autres, enfin simplement pour le fait de vivre. Donc vous voyez, je vais hiérarchiser les désirs, pas le désir, les désirs, je vais les hiérarchiser. Et à chaque fois, je vais me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de réaliser ce désir? Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Et donc, je vais, moi, Épicure, dans cette hiérarchisation, eh bien, je vais faire un calcul systématique. Est-ce qu'il est préférable d'assouvir tel désir ou pas? Sachant que le but du jeu, c'est toujours l'absence de douleur. Est-ce que je vais, je sais pas moi, avaler tel ou tel aliment qui va me faire plaisir, certes, parce que j'aime la mousse au chocolat, mais est-ce que ce rassasiement du désir ne pourrait pas engendrer un mal plus grand que le bien qui découle de la satisfaction du désir? Donc vous voyez, il y a un bête calcul, si je mange un peu trop de mousse au chocolat, je vais passer une mauvaise nuit. Ben voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben je ne vais pas manger trop de mousse au chocolat. Je vais manger ce qu'il faut de mousse au chocolat pour contenter mon désir, mais sans prendre le risque d'une souffrance à venir. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Je calcule à chaque fois, etc., etc. Alors, là où ça devient un peu rigolo, c'est que je dois calculer à longue distance, on va dire. C'est-à-dire que je ne peux pas me contenter d'une espèce d'instantanéité de la satisfaction ou de la non-satisfaction. Il va falloir que j'envisage la souffrance possible, non pas à courte échelle, mais à longue échelle, à très longue échelle. Et je vais faire ces calculs en prenant en compte la totalité de mon existence. Je désire l'amitié. Oui, c'est pas une chose mauvaise. Je rappelle qu'Épicure, c'est quasi contemporain d'Aristote, et on verra l'amitié chez Aristote un peu plus tard. Nous désirons tous avoir des relations humaines cordiales, agréables, sans trouble. Ah oui, mais là, le sans trouble, ça va commencer à poser des problèmes. Parce que si je calcule à chaque fois, oui, nous désirons être dans des relations agréables, amicales, cordiales, tout ce que vous voulez. Oui, ça c'est notre désir et nous sommes heureux lorsque nous passons un moment agréable en compagnie de nos amis. Mais nous pouvons être trahis. C'est une possibilité. Elle n'est pas nécessaire. L'amitié n'engendre pas le désamour, on va dire. Il n'empêche que c'est possible. Trop de mousse au chocolat n'engendre pas nécessairement une mauvaise nuit ou une crise de foie, mais c'est possible. Donc vous voyez que si je passe
dans le champ de l'amitié des relations humaines, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il va se produire que je vais me retirer des relations. En tout cas, je vais pondérer, on va dire, mes relations avec les autres pour éviter, pour réduire la probabilité de la souffrance au minimum. Au minimum. Donc, l'idée globale d'Épicure, finalement, ça va être ce qu'on pourrait appeler une ascèse du plaisir. Je ne dois, assouvir que les désirs qui sont nécessaires à mon existence. Dès lors que ça, je reprends un peu la catégorisation du début du numéro 10, dès lors que ça va être plus que le fait de vivre, dès lors qu'un désir va être un désir qui porte non pas sur le fait de vivre, mais sur le fait de mieux vivre, ce mieux vivre doit passer à la moulinette de mon calcul. Voilà. Tout ce qui est de l'ordre d'un mieux vivre doit être jaugé par la raison en fonction d'une possible souffrance à venir. Alors, si nous voulons essayer de voir, d'utiliser Épicure, parce que je vous rappelle que nous ne lisons pas des auteurs pour que vous puissiez passer un moment agréable avec votre future belle-mère autour d'une tasse de thé et de petits gâteaux secs. C'est pas trop le problème. Nous lisons des auteurs pour réfléchir. Bien. Eh bien, on va dire que Épicure, finalement, nous donne le bâton pour se rebattre. Alors, je cite le texte qui se trouve donc à la page 78, donc tout en haut. Par plaisir, c'est bien l'absence de douleur dans le corps et de trouble dans l'âme qu'il faut entendre. Ça va signifier que pour Épicure, la notion de plaisir est une notion négative. Ça, c'est fondamental. Le plaisir n'est pas une réalité positive, une espèce d'exultation intérieure, non. C'est l'absence de douleur dans le corps et l'absence de trouble dans l'âme. Alors, si nous nous souvenons de ce que nous avons vu hier avec Platon, vous savez, cette espèce de continuelle éradication de la différence, pour résumer, pour condenser tout dans une unité abstraite, et dans une unité qui, parce qu'elle est abstraite, ne va pas pouvoir, n'intègre plus et ne veut plus intégrer les distinctions, les différences, etc. Eh bien, là, nous sommes à peu près dans la même chose. Si le plaisir n'est pas une réalité positive, mais si le plaisir est totalement une réalité négative, c'est-à-dire que le plaisir, c'est s'abstenir d'eux, eh bien, je ne vais pas pouvoir, dans cette abstraction, je ne vais pas pouvoir maintenir l'écart entre les êtres, l'écart entre les choses. Je vais être obligé de... oui, c'est un mot technique qui me vient. Je vais être obligé de dénuder les choses de tout ce qui, en elles, n'est pas nécessaire. Et donc, à quoi je parviens? Eh bien, je parviens à un monde qui n'est régi que par la pure nécessité d'exister. Tout ce qui est au-delà, n'est pas, à proprement parler, relatif au plaisir, puisque tout ce qui est au-delà, ça va être simplement l'occasion possible d'une souffrance, pour le corps, l'occasion de douleur,
l'occasion possible de trouble pour l'âme. Donc, mon existence réduite à la pure nécessité d'être, d'exister, de continuer, cette existence fait que nous sommes tous exactement identiques. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est justement l'idée de penser que le plaisir, le bonheur, c'est quelque chose qui est plus que vivre. Or, ce quelque chose qui est plus que vivre, qui est un bien vivre, un mieux vivre, cette réalité qui est plus que vivre, c'est précisément ce qui nous distingue. Et ce qui va permettre ce mieux vivre, ce sont nos relations. C'est précisément dans nos relations que nous allons pouvoir intégrer un mieux vivre et par là même, intégrer une notion de plaisir, de désir, qui ne soit pas une notion négative, qui soit au contraire une notion parfaitement positive. C'est là-dessus qu'on va conclure ce matin, cette idée d'une espèce de surcroît, qui est propre à l'homme d'ailleurs, ce surcroît qui fait que nous ne sommes pas des êtres qui vivons, point à la ligne, ça ce sont les animaux, ou les plantes. Nous sommes des êtres qui désirons mieux vivre. Nous désirons mieux vivre. Et c'est cet écart entre la nécessité chez Épicure, cet écart entre la nécessité chez Épicure et ce qui ne relève pas de la nécessité, qui est justement la marque propre du désir. Le désir en l'homme, ce n'est pas simplement, et ça n'est certainement pas même l'instinct, on va dire, parce que ça s'appelle l'instinct. Le désir, c'est ce qui surpasse, c'est ce surcroît, cet ajout par rapport à l'instinct qui fait que nous ne sommes pas des êtres qui vivons, nous sommes des êtres qui désirons mieux vivre. Alors, nous allons continuer dans cette ligne d'un mieux vivre en essayant de comprendre, avec le texte de Descartes qui suit d'ailleurs, qu'on trouve dans le discours de la méthode, mais que j'élargirai à d'autres textes de Descartes sans doute, avec le texte de Descartes qui suit, donc à la page 78, nous allons essayer de comprendre demain toute une tradition philosophique dont on voit la source chez Épicure, enfin une des sources possibles, mais il y en a une autre, c'est Aristote, cette tradition philosophique curieuse qui consiste à s'auto-brider. Est-ce que le désir est mauvais? Voilà. Est-ce que le désir est mauvais pour nous? Donc rendez-vous demain et nous aurons peut-être un élément de réponse. À demain.